Bon. C'est perdant-perdant. C'est-à-dire d'habitude, ça peut être gagnant-gagnant si la majorité des partis politiques sont d'accord et que vous le faites à un moment assez calme. Là, on est dans un contexte où les Français ne s'intéressent qu'à la problématique de la santé, la problématique de l'emploi et de la sortie de la crise. Et on donne l'impression que la classe politique est un petit peu déconnectée en cherchant, alors certes, sur un objectif louable, qui est de dire on cherche à faire baisser l'abstention. Excusez-moi, à chaque fois qu'on a une élection, on commence ici, sur notre plateau, par dire « Oh là là, l'abstention est un danger pour la démocratie ». Oui, mais... Permettre à plus de Français de voter vous semble un problème en tant que tel? Non, c'est pas un problème en tant que tel. Mais l'abstention, c'est pas le mode d'organisation du scrutin qui crée l'abstention. C'est l'absence d'une offre électorale, et une offre électorale assez forte, enfin je parle sous votre contrôle, mais en 2007, il me semble que dans la présidentielle Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, il y a eu une participation qui était forte. Aux États-Unis, c'est pas parce qu'il y a le vote par correspondance que les gens sont allés voter, c'est parce qu'il y avait une cristallisation énorme entre Donald Trump et Joe Biden. Donc c'est plus l'offre électorale, la crispation qui peut en découler, qui entraîne la participation. Et ensuite, on essaye de mettre des modes qui facilitent la participation. On a tous des copains, on connaît tous des personnes qui ont dit à un moment « Oh là là, il fait pas beau, j'ai pas envie d'y aller ». Enfin, qui n'ont pas la même conscience absolue du désir de vote. J'ai envie de vous dire qu'à chaque fois qu'on débloque quelqu'un pour qu'il aille porter son bulletin, même à distance, c'est quand même une bonne chose. Mais là, je sens que je vais avoir beaucoup de mal à vous convertir. Oui, alors je vais faire... Jérôme Sainte-Marie. Je vais me risquer également un plan en deux parties. Mais disons qu'effectivement, la première sera positive, dans la mesure où, effectivement, il y a un problème d'abstention qui est bien réel. On a vu dernièrement que les municipales, qui était un des derniers scrutins où les gens allaient voter, étaient contaminés, si j'ose dire, sur la période du Covid, par l'abstention. Et on a vu également aux législatives dernières que 52% d'abstention au premier tour, 58% au second tour. Et cette abstention pose problème parce qu'elle pèse ensuite sur tout le quinquennat. Oui. Et ça permet à des gens qui sont de plus ou moins bonne foi, mais enfin le citoyen a le droit d'être de mauvaise foi lui aussi, eh bien de dire je n'ai pas voté pour cette politique tout simplement parce qu'il n'est pas allé voter. Et parmi un des facteurs de l'abstention, il y a effectivement l'éloignement par rapport au bureau de vote. On avait fait avec le professeur Jean-Yves Dormagin dans les colonnes du Figaro juste avant l'élection de 2017 un papier parce qu'on avait calculé qu'il y avait 7 millions de mal inscrits en France. Alors un mal inscrit c'est quoi? C'est quelqu'un qui est inscrit dans son bureau de vote et n'est pas dans sa commune de résidence. Oui. Or, dès qu'on est éloigné, même si ce n'est pas le même arrondissement, ça augmente énormément la chance que l'on a, si j'ose dire, ou le risque de s'abstenir. Alors, qui, effectivement, est mal inscrit? C'est souvent des étudiants, ça a été dit dans le reportage. Oui. C'est également très souvent des gens, au contraire, très bien installés dans la vie, qui ont une résidence secondaire et qui préfèrent, qui jugent plus utile d'aller voter dans le village où ils ont l'impression que leur vote va compter que d'aller voter à Paris ou dans les métropoles où là, leur vote sera mélangé avec tous les autres. Et donc, c'est souvent d'ailleurs... Dans mon château du Val-de-Loire, moi j'aime bien aller voter donc, vous avec voyez, les manants. Ceci dit, d'une part, autrefois, quand même, ça existait déjà et les gens allaient voter. Dans les années 70, tout le monde va voter. Il y avait 86%, je crois, de participation en 74. Or, l'offre de transport n'était pas supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez raison. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que ça touche, je crois... Comment dire, il va y avoir, est fondamental en République et en démocratie, que le résultat électoral soit jugé incontestable et soit opposable à l'électeur, au citoyen, durant toute la durée du mandat. C'est quoi le problème? C'est cette notion très importante de sincérité du scrutin. Oui. Et quand on examine ce principe républicain de sincérité du scrutin, il y a également l'égalité entre tous les votes. Or, imaginons ce que ça signifie concrètement. Si les gens ne votent pas le même jour, si certains vont voter 3 jours, 5 jours avant, ils vont peut-être rater, ils auront peut-être voté avant le célèbre débat d'entre-deux tours. Ils vont peut-être voter avant ou après une bonne ou une mauvaise nouvelle annoncée par le président sortant. Ils ont le droit aussi d'avoir des convictions et de savoir pour qui ils veulent voter. Mais non, mais ça dépendra le degré d'information. Choper le coronavirus. Mais je vous donne un exemple très concret en tant que sondeur. Quand on fait des sondages dans ces périodes électorales juste avant le scrutin, par exemple dans l'entre-deux tours, on s'arrange pour que, et les médias nous le demandent, parce que sinon le sondage n'est pas opposable, on nous demande précisément, comme l'a dit Pascal, enfin le suggère Pascal Perrineau, d'avoir un délai d'interview très resserré. Idéalement 24 heures, si c'est pas possible, 48 heures. Mais si on a un terrain d'enquête, comme on dit, qui dure 3 ou 4 jours, tout le monde nous dit, mais attendez, les derniers interrogés de votre échantillon n'avaient pas la même information que ceux du début.